Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu, et bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous rencontrons dans son atelier boutique Atticus de Ouachat, près de cette île, la femme d'affaires Josée Choucheï-Leblanc, qui s'est donnée pour mission de soutenir la diffusion et la transmission des traditions artisanales autochtones, tout en offrant aux femmes autochtones de nouveaux outils d'autonomisation économique. En plus de valoriser le travail ancestral du cuir, de la fourrure et du perlage, les mocassins, bottes de l'espoir et mouklouks d'Atticus favorisent l'établissement d'un véritable commerce équitable de la chaussure autochtone. Dotée d'une remarquable énergie d'entreprendre, Josée Choucheï-Leblanc vient de lancer, en marge de l'atelier boutique, un superbe magazine intitulé Atticus. Elle propose des hébergements dans l'hôtel adjacent à l'atelier boutique et nous invite à découvrir le premier économusée autochtone qu'elle a elle-même fondé. Le travail et l'audace de Josée Choucheï-Leblanc et de l'équipe d'Atticus ont été récompensés de nombreux prix, entre autres le prix d'expérience touristique autochtone remis par Tourisme Côte-Nord en 2019, le prix Femme entrepreneur exceptionnelle de l'année Tourisme autochtone Canada en mars 2023 et le prix Petite entreprise du Réseau des femmes d'affaires du Québec en novembre 2023. Josée Choucheï-Leblanc, bonjour. Bonjour, oui. Merci de nous recevoir chez vous. On est ici dans l'atelier boutique d'Atticus. Oui. Donc, on va entendre des bruits de travail, des bruits de discussion de travailleuses. Elles sont en ce moment en train de fermer les bottes, c'est ce que vous dites? Exactement. De fixer les semelles? Ils sont en train de fermer la semelle des bottes de l'espoir présentement. Alors, c'est ce qu'on entend. On entend la bande sonore d'Atticus que vous avez fondée en 2014. Oui, exactement. Avant de parler d'Atticus, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours? Oui, ben en fait, moi, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, très différentes. Disons que j'ai commencé j'étais au régime des bénéfices autochtones. J'ai voyagé partout dans le Québec, dans toutes les communautés autochtones du Québec pour instaurer les fonds de pension au régime de retraite. Planification de retraite, c'est ce que je faisais. Ensuite, je suis devenue directrice générale d'un centre d'amitié autochtone. Et j'avais beaucoup ce côté altruiste en moi qui est là depuis ma naissance, que ma mère m'a transmise, en fait. Et j'ai fait 5 ans dans chacun des domaines. Et après, j'ai été 5 ans directrice générale d'une usine de transformation de crabes. Oui, très différent. Puis moi, ma famille maternelle, c'est une famille de pêcheurs. Donc, j'ai été élevée dans le poisson, j'ai été élevée dans le crabe et tout ça. Et c'était quelque chose qui m'intéressait parce que je gérais la carrière de mon mari à ce moment-là, qui était un artiste peintre. Donc, le crabe, c'est la moitié de l'année. Ça me donnait l'autre moitié de l'année pour pouvoir gérer sa carrière. Donc, c'est arrivé à un moment comme ça, pour ensuite faire en sorte que je m'en vienne ici, que je construise ça avec lui. On voulait donner des cours de peinture à des jeunes qui viendraient en résidence et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a essayé de faire quelque chose avec le bâtiment parce qu'on avait ça comme dette. En même temps, l'artisanat de la région a fermé ses portes. Ici, à cette île, c'est la porte d'entrée du Nord. Donc, tous les artisanes viennent ici pour s'approvisionner. Puis je trouvais ça vraiment dommage que l'artisanat ferme. Puis là, j'ai dit, peut-être que, vu que je payais déjà toute l'hypothèque et tout ça, je payais déjà tous les frais fixes, j'ai dit, je pourrais faire ça. Donc, j'ai tout apporté ça ici. J'ai acheté la balance d'inventaire de l'ancien artisanat Innu à Pacoaï, que j'ai apporté ici, puis j'ai commencé comme ça. Et l'ancienne propriétaire m'avait donné un conseil. Josée achète des mocassins pour le temps des fêtes. On était en octobre, début novembre. Achète des mocassins, c'est notre plus gros vendeur. Il faut vraiment que tu fasses des annonces dans les communautés de la Basse-Côte-Nord pour que les femmes viennent te vendre leurs mocassins. C'est ce que j'ai fait. Effectivement, elles sont venues me vendre leurs mocassins.
Puis en parlant avec elle, parce que là, je faisais leur connaissance et tout ça, j'étais dans un nouveau milieu, un nouveau domaine, je me suis rendu compte que ces femmes-là gagnaient entre 3 à 5 de l'heure pour faire les mocassins. Puis en parlant avec leurs enfants, je me suis rendu compte que les enfants n'avaient pas envie de faire ça à 3 et 5 piastres de l'heure. Il y a mieux aller travailler chez McDo à 16 piastres de l'heure. Fait que j'ai vu une urgence de faire quelque chose pour faire en sorte de sauvegarder cette technique ancestrale-là, parce que c'est le vêtement qui s'apparente le plus à ce qui se faisait autrefois. Je trouvais ça vraiment dommage là, que ça se perde, parce que là, je voyais que ça allait se perdre. C'était une génération. Donc, j'ai parti le projet Les Bottes de l'Espoir. J'ai monté ce projet-là pour ces femmes-là, et ça va super bien depuis. Là. On avance tout le temps, puis ça va quand même très rapidement, parce que en 9 ans, on est rendu mécanisé, on s'en va sur les marchés internationaux, donc ça a été très, très, très rapide comme évolution. Mais donc, avant, les femmes faisaient ça comme en travailleuse autonome, quoi. Oui, encore. Encore maintenant? Encore maintenant, donc, oui. Les mocassins, nous, on les fait pas ici. C'est vraiment... Ça, je laisse tout ça aux femmes qui font ça dans leur communauté. Il n'y a pas... Oui. Tu sais, dans les communautés éloignées, il n'y a pas de développement économique. Pratiquement, c'est nul. Il y a un centre de santé, il y a une radio, il y a le conseil de bande, il y a un dépanneur. C'est ça qu'il y a, tu sais, dans la majorité des communautés. Donc, ces femmes-là font ça chez elles, les petits mocassins. C'est leur façon de gagner leur vie. Fait que quand ils viennent ici, soit avant les fêtes, pour venir acheter leurs cadeaux de Noël, ou 2-3 fois par année, elles viennent pour faire des gros achats de magasinage et tout ça, la viande, les légumes, les fruits. À ce moment-là, elles viennent me voir et elles viennent me vendre leurs mocassins. Ouais. Les mocassins dans la boutique, c'est fait dans les communautés, ça leur permet de rester dans leur communauté. Mais les bottes de l'espoir, ça, c'est fait ici. C'est fait ici, oui. Mais les perlages ne sont pas réalisés ici. Les perlages sont réalisés soit à la maison chez Doris au centre-ville de Montréal par des femmes autochtones itinérantes, ou encore par des femmes qui ont des besoins ponctuels dans la communauté ou dans d'autres communautés. Peu importe la communauté, on aide toutes les femmes qui en ont besoin, qui éprouvent un besoin. Ça peut être, j'ai besoin de m'acheter un frigidaire neuf, je vais te faire un perlage d'une paire de bottes de l'espoir. Ça donne 300 $ par paire de bottes à la perleuse. Donc, c'est beaucoup, parce que les bottes se vendent c'est pas combien? $1, là, c'est 300 $. Les bottes se vendent entre 1200 et 1600, tout dépendant de la fourrure qui est dessus. Donc le perlage, ça représente une grosse partie. Oui, c'est une grosse partie du coût. Dans le fond, quand on achète cette botte-là, oui, on la jette pour avoir une paire de bottes. On la jette aussi pour répandre l'histoire, parce que le perlage représente une histoire, mais on l'achète aussi pour s'impliquer socialement puis aider quelqu'un qui en a besoin, aider son prochain. Cette idée-là des bottes de l'espoir, elle vient tôt dans l'histoire d'Atticus? Elle est à la base même de Elle est à la base même, ouais. oui. Parce qu'en me rendant compte que le petit mocassin, les jeunes ne voulaient plus faire ça, j'ai pensé à un projet et j'avais, avec mon ex-mari, fait un projet qu'on a lancé en 2008 avec les 4 plus grands anthropologues du Québec, Serge Bouchard, Rémi Delage, Sylvie Vincent, Rémi Savard. Avec eux, on avait sorti 24 faits historiques qui étaient peu connus ou pratiquement pas connus par les Autochtones et les Allochtones sur l'histoire des grandes premières rencontres. Et c'est ces histoires-là que j'ai transposées à travers mes perlages. Donc, c'est tout véridique, vérifiable. Donc, le perlage raconte une histoire? Oui. Ah oui. Hein? Oui. Puis quand la femme fait le perlage, ben, elle connaît ce morceau d'histoire-là aussi. En plus de le partager avec la personne qui l'a choisi pour mettre sur ses bottes. Fait qu'elle écrit un mot à la personne pour la remercier. Elle lui fait un vœu. C'est genre, je vous souhaite une bonne santé le reste de votre vie. Merci de m'avoir aidé à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Et elle peut écrire son prénom, son nom complet, la communauté d'où elle vient, le nombre d'enfants qu'elle a. Elle écrit ce qu'elle veut. C'est confidentiel, donc chacune c'est différent, mais je te dirais que jusqu'à présent, les femmes sont très, très, très ouvertes. Ça leur dérange pas de dire qui elles sont et beaucoup de résilience dans ces femmes-là. Oui. Puis en ce moment, chez Atticus, il y a combien d'employés? Présentement, on est 13, mais il s'en vient 2 autres employés. 3 autres, en fait. Un couple de Québec. Puis, j'ai aussi engagé une Africaine du Togo. Puis, j'ai fait engager son mari par une autre entreprise de la région. Elle a fait une maîtrise en haute couture. C'est elle qui m'a trouvé, qui m'a contacté par Internet. Oui. Quel rayonnement incroyable. Oui, c'est des gens qui sont très, très, très scolarisés. C'est sûr qu'elle va nous apporter beaucoup
parce qu'elle arrive avec les compétences qu'on n'a pas à l'interne. Ouais, donc, ouais. il va y avoir un échange de compétences. Donc, on voit ça vraiment très positivement, son arrivée. Puis je sais que ça va être un gros plus pour nous. Puis là, ben ils s'en viennent. Là, les filles dans l'atelier, ils ont tout hâte de voir leurs collègues. Ben oui. Puis là, ils m'ont demandé les grandeurs des enfants. Les filles vont s'organiser qu'il y ait des sautes de skidoo, des bottes, parce qu'eux autres, ils n'ont jamais vécu l'hiver. Ben alors. oui. Ils vont arriver, il va faire froid pour eux autres. Oui. Ouais, fait que c'est ça un peu qui s'en vient pour nous. Wow. Donc vous n'engagez pas que des autochtones. Pour le perlage, oui, c'est toutes des femmes autochtones. Oui. Même celles qui sont à Montréal chez Doris, Oui. les femmes itinérantes autochtones. Oui. Mais sinon, dans l'atelier, ça peut être des gens d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a juste des autochtones présentement, OK. mais on est ouvert. Puis je pense que en étant dans la grande réconciliation, ça vient aussi faire en sorte de participer à tout ça. On y participe déjà à travers notre économusée parce que quand les gens vont repartir d'ici, ils vont connaître l'histoire du mocassin d'hier à aujourd'hui. Ils vont connaître ce à quoi le caribou était utilisé dans le quotidien chez les Inuits, comment on respectait cet animal-là, comment on vivait en harmonie dans un grand cercle avec lui pendant les millénaires. Fait que les gens vont pouvoir tout apprendre ça en visitant l'économusée et ils vont pouvoir voir les femmes réaliser les produits en direct. L'économusée, c'est un projet pour l'instant ou est-ce que... On est en train de terminer. Là. Il nous reste à mettre juste les murales et on va avoir une application sur notre téléphone gratuit. Les gens vont rentrer, vont pouvoir entendre dans leur téléphone dans différentes langues, dont la langue Innu. Ça, c'est la cerise sur le sundae de notre projet. Là. C'est le premier économusée autochtone du Québec, n'est-ce pas? Oui. Comment ça se construit un économusée? C'est quoi la Un caractéristique? économusée, c'est vraiment une entreprise privée qui se donne la mission de sauvegarder un savoir puis de le transmettre aux gens. Donc, tu as 5 grands principes dans un économusée. Tu dois pouvoir être sur place, pouvoir connaître l'histoire, avoir des visites guidées, pouvoir voir les artisans en plein travail. Ça peut être un ou plusieurs. Mais c'est vraiment un ensemble de facteurs qui font que tu peux devenir un économusée. Puis moi, je connaissais pas ça, un économusée. Puis quand les duchesses du carnaval ont porté les bottes de l'espoir... Racontez-nous cette histoire-là. Ah, Vous avez eu un coup de génie, là. Ben oui, ça a été... écoute, je disais... Ça faisait 2-3 années que je disais à mon mari, je disais, hey, ça serait-tu génial que les duchesses portent mes bottes de l'espoir? Puis je savais qu'elle disait tout le temps qu'elle avait froid aux pieds. Fait que j'ai dit, faut qu'elle porte mes bottes. Ça va être la meilleure. Puis là, j'ai téléphoné à Dave Laveau de Tourisme Autochtone Québec. J'ai dit, Dave, faut absolument que tu me mettes en contact avec la directrice du Carnaval de Québec. Faut que j'y parle. Là, j'y raconte mon projet. Il dit, Josée, c'est génial. 1 heure après, j'avais toutes les coordonnées de la fille. Et en fin de compte, ça s'est fait là, tout de suite. Tout s'est réalisé. Les duchesses sont... par vidéoconférence, ont toutes choisi sur le site web comment monter leurs bottes. Et ils ont toutes choisi l'histoire. Je leur ai tout expliqué c'était quoi chacun leur histoire pour qu'elles puissent transmettre l'histoire aux gens qui allaient leur dire « Hey, vous avez bien des belles bottes. » Ben oui. Puis, elles ont dit qu'elles avaient trop chaud aux pieds. C'est un problème. J'étais vraiment content. Ça a été une belle histoire. Puis, tu sais, écoute, à partir de là, Carl-Éric Guertin, le directeur général des économusées, a vu les bottes, il a dit, écoute, il faut que cette femme-là devienne un économusée parce que il travaillait déjà avec Tourisme Autochtone Québec pour percer dans les communautés autochtones parce qu'il y a beaucoup de savoir à sauvegarder. Tu sais, donc, c'est toutes des richesses qu'on veut pas perdre. Et ils sont venus me présenter le concept et tout ça, puis ça répondait à tous mes défis que je voyais venir dans les prochaines années. Comment sauvegarder ça? Tu sais, je me posais plein de questions, comment j'allais faire pour que ça reste, que ça me survive dans le fond. Et le concept d'économiser est venu répondre à toutes ces questions-là. Donc, c'est venu bonifier 100 fois tout le travail que j'étais en train de faire. Ça a pris 5 ans quand même. Mais écoute, j'ai eu de l'aide incroyable. Desjardins aussi, le Grand Fonds Desjardins nous a aidés beaucoup. Tu sais, tout ça est parti d'une bonne intention. Je voulais juste aider les femmes puis sauvegarder cette technique-là. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec tellement une belle entreprise. Un joyau pour le tourisme. Puis je suis contente d'à travers tout ça pouvoir vraiment participer
à cette réconciliation-là qui se passe présentement. Oui, c'est un lieu de transmission, c'est un Oui, lieu de dialogue, exact. de rencontre. Hein? Exact. Ça devient un lieu de rencontre. Exact. Ah oui. De connaissance. Mieux on va se connaître, plus on va se comprendre, mieux ça va aller. Tu sais. Et c'est magnifique. Bon, la radio, c'est un peu dur, on le voit pas, mais Ouais, on on fait rentre des dans la jaloux, là, boutique. je sais. Oui, c'est ça, on rentre dans la boutique. Il y a des gants, des mitaines Oui. magnifiques, il y a des capteurs de rêve, il y a des boucles d'oreilles, il y a de tout. Là. Il y a des C'est mouklouks. Mouklouk. Les Pouvez-vous mouklouks, nous expliquer ce que sont les mouklouks? c'est une botte qui est inspirée des bottes d'autrefois, mais plus actuelle à cause de la semelle de caoutchouc. Puis le devant du pied n'est pas tressé non plus, mais ça donne une impression de tressage. C'est vraiment inspiré des bottes des Autochtones. Ouais. Entre tradition et modernité. Là. C'est Oui. vraiment une rencontre. Oui, vraiment. C'est actualisé au goût du jour. Mais ce qui est fait ici, c'est les bottes de l'espoir. Le reste, vous l'achetez à d'autres artisans, c'est ça? Il y a beaucoup de petites choses à l'interne. Toutes les boucles d'oreilles, c'est tout fait par des femmes un peu partout. Toutes les sculptures en caribou, en bois de différents cervidés, c'est tout fait par différents artistes autochtones. Les tambours, tout est fait par différents artistes de différentes communautés. Moi, j'encourage les 11 nations du Québec. On était tous là sur le territoire depuis des millénaires, puis moi, je trouve que c'est important de travailler ensemble puis de promouvoir l'ensemble de ces nations-là. On est plus forts ensemble que séparés. Ah oui. Puis quand on entre dans l'économusée, ce qui est intéressant, là, on est sous une douche de son, on entend des tawagans, on entend des voix d'anciens, des cris de gorge. Puis ensuite, on a une odeur de sapinage qui vient nous envelopper parce que c'est une odeur qu'on a développée. C'est une odeur d'enfance. Quand on est petit, souvent avec les familles, on s'en va dans le bois, dans une tente, on dort sur du sapinage. Puis si on est bien, on est dans notre famille, dans les bras de notre frère, notre soeur, dans les bras de nos parents. C'est apaisant, c'est les plus beaux moments, c'est réconfortant avec le petit poêle à bois. Ça crée une ambiance unique. Et cette odeur-là me rappelle ce sentiment-là. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec les gens. Puis tout de suite, en rentrant, on les apporte dans notre univers. Et les matériaux, les peaux, vous utilisez des peaux, des fourrures? Oui. Tout ça, vous les achetez directement auprès de chasseurs, de trappeurs? Il y en a qu'on achète directement auprès de chasseurs, trappeurs. Nous, on ne prend que de la fourrure issue de chasse éco-responsable et que des fourrures du territoire. Puis on essaie d'utiliser les fourrures qui viennent d'animaux qui sont rendus nuisibles à cause de leur grande quantité. Comme le loup marin, présentement, il y a 3 millions de trous de population dans le fleuve Saint-Laurent. Ils mangent chacun 50 kilos par jour de nourriture. Donc, ils sont rendus dans les rivières à saumon, ils sont rendus proches du crabe. Ils n'ont jamais mangé ça parce qu'ils sont en train de tout détruire, le fond marin. Les gens ne savent pas ça. Et il y a eu un gros déséquilibre à cause de tous les embargos et tout ce qui s'est passé avec Brigitte Bardot dans le temps et tout ça. Puis ça a complètement déséquilibré ici l'équilibre naturel des choses. Ça a brisé l'économie aussi des îles de la Madeleine puis du Nord. Ça a tout changé. On revient tranquillement. C'est important. L'homme était le prédateur du loup marin dans le Nord aussi. On l'a arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déséquilibre. Donc maintenant, le loup marin est devenu prédateur d'espèces qu'il n'était pas. C'est cet équilibre-là qu'il faut travailler. On essaie d'utiliser les peaux comme ça. L'ours aussi, il y a beaucoup d'ours, donc on l'utilise. Puis moi, mes mouklouks sont en ours. Puis je vois dans les aéroports, quand je vais à Québec, Montréal, les gens me disent « Mon Dieu, vous avez donc des belles bottes. » J'entends un ours! Un ours! Je peux même vous dire où je les ai achetés. Mais... Oui, J'ai des contacts. c'est ça. Écoute, quand je suis allée à Winnipeg dernièrement, j'avais mes bottes de l'espoir, puis j'arrêtais pas de me faire arrêter dans l'aéroport. Et vous aviez une bonne raison d'aller à Winnipeg, là. Qu'est-ce qui s'est passé à Winnipeg? Oui, j'avais une bonne raison. Écoute, j'ai remporté un prix incroyable qui est... Je suis quasiment gênée de le dire. On va le dire pour vous aussi. Ouais, on va dire pour... C'est, en fait, en français, on dit « femme d'affaires exceptionnelle au Canada », qui m'a été décernée par Tourisme Autochtone Canada. C'est incroyable. J'en reviens pas encore aujourd'hui. C'est tellement gros que je l'ai pas encore tout
intégrée, oui, là. Exactement. Je pense que ça va me prendre 1 an. Je ne l'ai pas tout intégré, puis je l'accepte avec tout mon cœur parce que tout ce que j'ai bâti, je l'ai fait avec mon cœur. Je suis partie d'une bonne intention, puis je garde ça. Fait que je l'ai accepté avec un grand plaisir. Je le prends. Je suis juste pas capable de tout le prendre encore. Parce que c'est trop gros. Pas tout en même temps, mais c'est ça. Ça fait rayonner la culture Innu aussi, ben, Oui. justement, là, jusqu'à, dans l'Ouest, mais même il y a une certaine expansion, des liens que vous tissez à l'international. Là. Oui, exactement. Moi, je suis en train de développer le marché nord-canadien, donc ça pouvait pas tomber un meilleur moment dans la vie de mon entreprise. Je me suis rendue à Winnipeg, j'ai gagné ce prix-là. Plein de gens ont connu mon entreprise. Et là, on est en train de développer une botte de motoneige qui va être la plus chaude au Canada. C'est ça notre but. Et c'est avec ce produit-là que je veux développer le Nord canadien. En ayant apporté un prix comme ça va être beaucoup plus facile pour nous. Donc, ça veut dire, plus on va vendre de bottes, plus on va faire de profit, plus on va pouvoir aider des femmes. Donc, tu sais, tout, c'est une roue. On est dans un cercle comme mes ancêtres vivaient. Ils vivaient toujours en cercle. Moi, je me sens dans un cercle présentement. Vous disiez tout à l'heure que les duchesses avaient monté leurs bottes parce que les bottes de l'espoir sont toutes faites sur mesure, n'est-ce pas? Exactement. Et on choisit un peu les éléments. Oui, vous choisissez la couleur, le modèle, vous choisissez les bandeaux qui sont dessus, la fourrure ou sans fourrure, vous choisissez le perlage. Quelle histoire vient vous chercher? Quelle histoire vous touche le plus? Ou laquelle aimeriez-vous le plus partager? Vous choisissez votre histoire de cette façon-là. Et ensuite, nous, on envoie le perlage se faire faire. Des fois, on en a déjà. Parce que à la maison chez Doris, on envoie des bandes. Avec, des fois, on en a déjà en main. Ensuite, là, on reçoit les bandes. Et là, les filles dans l'atelier montent. Et les garçons, eux, ferment les pieds. C'est eux qu'on entend. C'est ça qu'on entend. On a un gars qui travaille l'autre bord, là. Il tape fort. Bravo, il a du cœur à l'ouvrage. Donc, c'est un produit de luxe, quand même. C'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe dans le sens où si on considère qu'un luxe est de rendre l'utile à l'agréable, c'est un produit de luxe. Parce que c'est des bottes qu'on garde toute sa vie, quoi. C'est des bottes qu'on peut garder toute sa vie si on en transmet prend même. soin. On doit vraiment... nous, on les protège avec de la graisse d'ours, pour commencer. On vous en donne un petit échantillon. Ah, oui. Quand on vous envoie vos bottes, oui, on vous donne aussi l'histoire qui est sur la botte. Donc, oui, c'est un produit de luxe. Puis c'est tout fait à la main, là, donc... C'est ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir concilier ce travail-là d'artisanat de pointe, là, vraiment, avec une expansion? Comment est-ce qu'on concilie ces deux choses-là? Le projet Les Bottes de l'Espoir va toujours rester un projet artisanal. Jamais il ne changera. Les autres produits, c'est différent. Lorsqu'on a fait des choix de produits qui sont faciles à faire, rapides à faire. Puis le but aussi, c'est d'avoir le plus de gens possible qui peuvent travailler dans l'artisanat. Parce que chez les Autochtones, le travail artisanal, ça fait partie de nos gènes. Écoute, il fallait être astucieux, il fallait être débrouillard, puis il fallait pouvoir faire n'importe quoi avec rien, dans le fond, pour pouvoir survivre. Chez les femmes et chez les hommes, le côté manuel est encore là aujourd'hui, on le voit. Dans les dernières années, on voit un engouement qui revient pour l'artisanat depuis, je te dirais, 6 ans, là. Près de 3-4 ans après que j'ai commencé à lancer l'entreprise, puis même pour les petits mocassins, là, aujourd'hui, les femmes sont plus payées entre 3 et 5 piastres de l'heure, payées entre 15 et 20 $ de l'heure. On a augmenté les prix, on a revalorisé le travail artisanal. Donc, on voit l'engouement pour ça, tu sais, puis ça, je suis fière de ça aussi. Tu sais, cette entreprise-là apporte ça, là. Et comment ça s'explique? Les gens veulent renouer avec leur culture, avec leurs ancêtres? Oui. Ou simplement décrocher de la vie moderne qui va trop vite, qui est trop abstraite? Ben, je te dirais que sûrement ça fait aussi sûrement partie des facteurs. Mais il y a un gros engouement pour les jeunes à connaître leur histoire parce qu'on ne la connaît pas, notre histoire. Puis c'est une histoire qui était transmise oralement. Donc, quand il y a eu la coupure, il y a eu la coupure de l'histoire aussi. Parce que tu n'avais plus les aînés qui venaient tout raconter autour du feu le soir, dans la tente, l'hiver. C'était ça dans la soirée. Ils travaillaient, puis
il y en avait un qui racontait toujours une histoire de ce qui s'était produit pour garder la tradition en vie. Donc, c'était pas la télé qu'on écoutait, c'était le sage du village, tu sais, le sage de notre famille, parce que c'était très familial, c'était des clans familiales. Et c'était ça qu'on faisait à l'époque. Donc, aujourd'hui, les jeunes commencent à connaître davantage leur histoire par différentes choses. On entend plus parler des chanteurs, on entend plus parler des... Il y en a qui sont acteurs, il y en a qui sont écrivaines, tu sais. On voit de plus en plus des Autochtones apparaître tranquillement. Ce peuple invisible-là réapparaît tranquillement à tous les niveaux. Donc, ça fait en sorte que les Autochtones deviennent plus fiers d'être Autochtones. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas fière d'être Autochtone. Tu sais, c'était le même partout. On a vécu beaucoup de racisme, du racisme, puis aussi juste de l'incompréhension. Je pense que là, on est dans la compréhension. Ça s'arrange? Oui, oui, beaucoup. Avant, moi, quand j'ai commencé ici, les gens n'étaient pas habitués de partir de la ville puis venir dans la communauté pour magasiner. Aujourd'hui, tout le monde de cette île vient ici. Puis on s'entend que c'est à côté. Hein? C'est une rue, c'est nous, puis une rue, c'est ça. C'est la ville. Donc, c'est un changement incroyable qui est en train de s'opérer. Et je suis tellement contente pour mes petits-enfants. Tellement heureuse pour eux autres. José Chouchet-Leblanc, un grand merci. Tenish Committon pour cette entrevue. Vraiment, c'était passionnant. Puis on va continuer à magasiner. C'est ça, on va faire le tour de la boutique. On va continuer à regarder les belles choses qu'il y a ici, vraiment. Oui, c'est splendide. Merci beaucoup. Maintenant, ça m'a fait plaisir. Vous êtes deux belles personnes. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à José Chouchéi-Leblanc de son enthousiasme contagieux et de son accueil chaleureux à l'atelier boutique Atticus de Ouachat. L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine, Catherine. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, restons à l'affût de la programmation de Radio VM et de Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.